sans tremblement, sans mise en scène inutile, elle lâche cette phrase. Un jour, vous comprenez que vous n'avez plus de place dans ce mariage. Un témoin présent lors de cet entretien aurait confié que la pièce s'était figée à cet instant. Et il y a des phrases comme celle-ci qui pèsent plus lourd que n'importe quelle archive, plus lourd qu'un discours présidentiel, plus lourd même qu'un scandale de une. Pas de musique dramatique, pas d'effet de lumière, pas de mise en scène grandiose. Une seule phrase, et tout un édifice de pouvoir semble soudain se fissurer. Car cette confession tardive n'éclaire pas seulement la fin d'un couple célèbre. Elle révèle ce que tant de femmes ont appris dans l'ombre. On peut vivre au sommet de l'État, marcher dans les palais, côtoyer les chefs du monde, et se sentir pourtant enfermé dans une vie qui n'est plus la sienne. Voilà pourquoi l'histoire de Cecilia Attias n'est pas seulement celle d'un divorce présidentiel. C'est l'histoire d'une femme moderne face à une machine politique qui exigeait d'elle le sourire, le rôle, le décor. Mais pas la vérité. La France l'a longtemps regardée comme un visage, une silhouette, une énigme. Mais avant d'être Cecilia Attias, avant d'être l'épouse de Nicolas Sarkozy, avant d'être cette femme disséquée par les magazines, elle était Cecilia Maria Sara Isabelle Siganer Albéniz, née le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Rien dès l'origine ne la destinait à entrer docilement dans un moule. Son nom lui-même porte plusieurs mondes. Son père d'origine juive russe, sa mère espagnole. Dans ses veines circulait déjà le déplacement, le mélange, la complexité. Peut-être est-ce là que tout commence. Peut-être qu'une femme née de plusieurs héritages comprend très tôt qu'une identité n'est pas en uniforme. Peut-être sait-elle instinctivement que l'on ne se laisse pas enfermer si facilement dans une fonction, un titre, une image officielle. Elle a connu les univers de l'apparence et de l'influence. Elle a été mannequin, elle a fréquenté les cercles où l'on observe, où l'on évalue, où l'on transforme le moindre détail en signe. Puis, elle s'est approchée de la politique, non comme simple spectatrice, mais comme femme d'intuition, de réseau, de stratégie. Il y a chez elle quelque chose qui échappe aux catégories faciles. Ni pure mondaine, ni simple épouse d'ambition, ni victime passive, ni conspiratrice de roman. Cecilia Attias est de ces personnalités qui dérangent, parce qu'elle ne se laisse jamais résumer. Libre dans son allure, moderne dans sa manière d'être, allergique à la rigidité, elle a toujours semblé porter en elle une vérité gênante pour les systèmes fondés sur le rôle. Certaines femmes acceptent les couronnes, d'autres les supportent, et d'autres encore comprennent qu'une couronne peut ressembler à une cage. C'est précisément ce que l'Élysée finit par représenter pour elle. Aux yeux du public, devenir première dame de France en 2007 aurait dû ressembler à un couronnement. Pour beaucoup, c'était l'apogée, le sommet absolu, le rêve social et symbolique. Qui refuserait une place au centre de l'histoire ? Qui tournerait le dos à la puissance, au salon doré, à l'attention du monde entier ? Pourtant, la question la plus dérangeante est peut-être celle-ci. Que vaut le prestige lorsqu'il exige qu'on renonce à soi-même ? Cecilia, elle, n'a jamais semblé faite pour la dévotion protocolaire. Là où la République aime ses figures bien rangées, ses épouses présidentielles impeccablement cadrées, ses apparitions calibrées, ses silhouettes au service d'une image collective, elle portait autre chose. Une impatience, une résistance intérieure, une répugnance à devenir un symbole immobile. Elle n'aimait pas l'idée d'être exposée comme un accessoire du pouvoir. Elle n'aimait pas le rôle de décoration institutionnelle. Elle l'a reconnu avec une franchise presque brutale. Elle n'a jamais été à l'aise dans la peau de première dame. Elle aurait préféré un jean, des bottes, la simplicité d'une liberté ordinaire, plutôt que ces tenues formelles, ces exigences de représentation, cette élégance parfois vécue comme une contrainte plus que comme un privilège. Il y a dans cette image quelque chose de très fort. Une femme au cœur du palais présidentiel qui rêve non pas de diamants, mais de vêtements dans lesquels elle peut respirer. Et là, soudain, toute l'histoire change de sens. Car il ne s'agit plus seulement d'une romance brisée entre deux figures connues. Il s'agit d'une tension que tant de femmes reconnaîtront, même loin des palais. Le moment où l'on comprend que l'amour, la réussite ou le statut vous demandent un prix trop élevé. Combien de femmes ont été admirées de l'extérieur alors qu'elles se sentaient disparaître à l'intérieur ? Combien ont accepté des vies prestigieuses qui les effaçaient peu à peu ? Combien vivent encore dans ces cages dorées
où tout semble parfait, sauf l'essentiel. L'histoire entre Cécilia et Nicolas Sarkozy n'a jamais été simple, et c'est aussi pour cela qu'elle fascine encore. Leur relation ne naît pas dans la pureté d'un conte, mais dans les zones troubles de la vie réelle, là où les sentiments dérangent l'ordre établi. Lorsqu'ils se rencontrent, chacun est engagé ailleurs. En 1984, détail presque romanesque et terriblement ironique, Nicolas Sarkozy préside même le premier mariage de Cécilia. Ce qui pour d'autres aurait été une anecdote mondaine, devient avec le recul la scène inaugurale d'un destin déjà traversé par le paradoxe. Qui aurait pu imaginer alors que ce jeune homme politique, présent au moment où elle s'unit à un autre, deviendrait plus tard l'homme avec lequel elle lierait sa vie, sa réputation, son avenir public. Dans ce simple détail, il y a déjà tout ce qui fera le scandale, la passion et la fragilité de leur histoire. La collision entre l'intime et le politique, entre le désir et l'ordre social, entre la conquête sentimentale et la conquête du pouvoir. Leur relation s'enracine donc dans une transgression. Cela compte. Car un amour né dans le bouleversement porte souvent en lui l'ombre de sa propre instabilité. L'homme qui avance, qui séduit, qui conquiert, qui obtient, peut être admiré pour sa force. Mais cette force un jour devient-elle une manière d'absorber tout l'espace autour de lui ? Et la femme qui cède à cette intensité découvre-t-elle tôt ou tard qu'elle est entrée dans l'orbite d'une ambition plus vaste qu'elle ? Voilà une autre question que cette histoire soulève sans cesse. Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un homme amoureux dans ce récit, il est aussi un homme en marche. Un homme pour qui le pouvoir n'est pas un simple métier, mais une énergie, une fin, presque une matière vitale. Or, vivre avec un tel homme, c'est accepter qu'une part de soi sera toujours en concurrence avec quelque chose d'invisible et de plus grand. La carrière, l'image, la stratégie, la conquête suivante. Le drame n'est pas forcément dans l'absence d'amour au départ. Il est peut-être dans le fait que l'amour, avec le temps, n'est plus la priorité dominante. Lorsqu'elle évoque plus tard Sarkozy en disant qu'il ne semblait aimer personne, pas même ses enfants, la formule frappe comme une gifle. Elle est d'une cruauté rare, d'une dureté presque clinique. Mais au-delà du choc, que dit-elle vraiment ? Elle dit peut-être qu'elle a vu de près ce que le public pressent parfois sans le formuler. Certaines ambitions ne laissent que peu de place à la tendresse ordinaire. Certains parcours sont si entièrement structurés par la conquête qu'ils finissent par rendre les liens affectifs secondaires, périphériques, instrumentalisés. Était-ce un jugement de femme blessée ? Était-ce la vérité nue telle qu'elle l'a ressentie ? Était-ce l'exagération d'une mémoire ravagée par la désillusion ? Chacun répondra selon sa sensibilité. Mais une chose est certaine. Une femme ne prononce pas une phrase aussi glaciale sans avoir longtemps porté en elle une douleur devenue certitude. Le public, lui, n'a entendu que des fragments. Une photo, une rumeur, une absence remarquée, un retour, une tension perceptible, un malaise dans les gestes. Pourtant, derrière cette chronologie publique, il y avait probablement l'usure intime, silencieuse, presque invisible. Les grands couples politiques ne s'effondrent pas toujours dans le vacarme. Souvent, ils se défont par retraits successifs. Une fatigue dans le regard, une distance installée là où il y avait urgence et complicité. Une impression de n'être plus qu'une fonction dans la vie de l'autre. On ne quitte pas seulement une personne, on quitte aussi le rôle qu'on jouait auprès d'elle. Et ce rôle, pour Cécilia, était devenu insupportable. En 2005, le récit bascule ouvertement. Elle quitte Sarkozy pour vivre son histoire avec Richard Attias, celui qui deviendra plus tard son mari. Ce départ fait l'effet d'une secousse. Une femme proche du sommet, engagée dans une trajectoire politique exceptionnelle, avec un homme promis au pouvoir suprême, choisit de s'en aller. Pas pour l'anonymat, pas pour la solitude, mais pour un autre amour, un autre souffle, une autre possibilité d'existence. Dans les coulisses du pouvoir, ce geste a la violence d'un blasphème. On peut pardonner bien des choses en politique, mais on pardonne difficilement à quelqu'un de rompre le récit de la conquête au moment où il triomphe. Puis vient ce qui rend l'affaire encore plus troublante. Un retour bref, fragile, presque irréel. Comme si les deux avaient tenté une dernière fois de sauver ce qui pouvait l'être. Comme si le poids de l'histoire commune, des enfants, de la campagne, du destin en marche, avait imposé un sursis. Comme si personne n'osait encore croire que le futur président de la République française pourrait accéder à l'Élysée
avec un couple déjà fissuré de l'intérieur. Mais un retour n'est pas toujours une renaissance. Parfois, ce n'est qu'un délai. Parfois, on revient non parce que l'amour revit, mais parce qu'il reste une dette morale, une habitude, une peur du vide, ou simplement l'espoir tardif que tout cela n'aura pas été vain. C'est là que le drame prend une dimension presque universelle. Qui n'a jamais essayé de recoller ce qui ne tenait déjà plus ? Qui n'a jamais voulu croire, contre l'évidence, qu'un amour immense pouvait renaître par la seule force de la volonté ? Et pourtant, l'amour ne se décrète pas. La présence ne remplace pas la place. On peut revenir dans une maison sans retrouver son foyer. On peut reprendre une vie sans retrouver son cœur. Quand Sarkozy devient président en 2007, la France croit assister à l'accomplissement d'un scénario de puissance. Mais derrière les images officielles, un autre film se déroule, plus sombre, plus intime, plus instable. Cécilia est là, et pourtant elle semble déjà loin. Elle occupe la place la plus symbolique que le pays puisse offrir à l'épouse d'un chef d'État, mais cette place a déjà perdu son sens pour elle. La République, avec ses rites, ses cérémonies, ses obligations, lui tend une fonction qu'elle n'a jamais vraiment désirée. On lui demande d'incarner le chic français, la dignité nationale, la continuité rassurante du couple au sommet. Mais comment jouer ce rôle lorsque l'histoire intérieure est déjà terminée ? Voilà peut-être ce qui rend cette affaire si vertigineuse. La France entière regarde une mise en scène de stabilité au moment même où la vérité privée s'écroulait. Il y a quelque chose de profondément moderne, presque insupportablement moderne, dans cette collision entre l'image publique et l'effondrement intime. Le pouvoir adore les façades. Il a besoin d'apparences nettes, de récits simples, de photographies qui rassurent. Mais la vie, elle, n'obéit pas au calendrier politique. Le cœur ne suspend pas sa rupture parce qu'une investiture approche. La vérité ne se tait pas toujours au nom de la raison d'État. Puis survient l'impensable. En 2007, à peine 5 mois après l'entrée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le divorce est officialisé. C'est un séisme. Pas seulement un événement people, un précédent, une brèche dans le décorum républicain. Pour la première fois, ou presque, la fragilité radicale de la vie privée présidentielle surgit ainsi au centre du pouvoir, sans le voile confortable de la distance historique. La France n'assiste pas à la séparation discrète d'un couple ordinaire. Elle voit éclater au grand jour l'échec d'une union qui faisait partie du dispositif symbolique du nouveau président. Le choc est immense, parce qu'il touche à quelque chose de plus profond que la curiosité. Il touche au mythe. On aime croire que ceux qui nous gouvernent maîtrisent tout, leur temps, leur image, leur foyer, leur destin. Le divorce de Cécilia et Nicolas Sarkozy rappelle brutalement que même au sommet, rien n'est étanche. Ni la douleur, ni le manque, ni la lassitude, ni l'impression d'avoir trahi sa propre vérité trop longtemps. Et lorsque la femme du président s'en va, ce n'est pas seulement une épouse qui quitte un homme. C'est aussi une silhouette institutionnelle qui refuse de continuer à mentir en direct. Beaucoup y ont vu une humiliation pour Sarkozy, un coup porté à son autorité symbolique, à sa maîtrise du récit, à sa stature. Car en politique, l'image conjugale n'est jamais totalement innocente. Elle rassure, elle humanise, elle structure une narration de stabilité. Une séparation au sommet peut donc devenir une fragilité de plus, surtout lorsque la conquête du pouvoir a été si personnelle, si énergique, si fondée sur la volonté. Comment l'homme qui veut gouverner la France peut-il ne pas avoir su sauver son propre couple ? La question était injuste, sans doute simpliste, mais elle a flotté partout. Le public ne sépare jamais totalement la sphère intime de la sphère publique lorsqu'il s'agit des puissants. Et pourtant, réduire Cécilia à l'élément perturbateur du récit présidentiel serait manquer l'essentiel. Car ce qu'elle fait, au fond, est d'une radicalité rare. Elle refuse de sacrifier sa vérité au confort de l'image collective. Elle refuse de rester pour protéger un symbole. Elle refuse de devenir l'ombre utile d'un homme en pleine ascension. Elle choisit la sortie au moment précis où tant d'autres auraient choisi le maintien, le compromis, le masque. N'est-ce pas cela qui a troublé autant de monde ? Le fait qu'une femme quitte non seulement un mari, mais aussi le pouvoir lui-même ? Le fait qu'elle dise, en acte, que la paix intérieure vaut plus qu'un palais ? On a souvent demandé si elle avait eu tort, si elle n'aurait pas pu attendre, si elle ne devait pas tenir. Comme si la mission secrète de certaines femmes
consistait à porter jusqu'au bout un récit devenu faux pour ne pas compromettre la grandeur de l'homme à leur côté. Mais pourquoi cette responsabilité pèse-t-elle si souvent sur elle ? Pourquoi faudrait-il qu'elle sauve l'apparence quand les sentiments sont déjà morts ? Pourquoi le courage serait-il toujours du côté de celle qui endure et jamais de celle qui part ? Le cas de Cecilia Attias a donc dépassé le commentaire mondain. Il a réveillé une question brûlante sur la condition des femmes dans les sphères de prestige et de pouvoir. Une épouse politique est-elle un être libre ou une fonction auxiliaire ? Peut-elle exister pour elle-même sans être aussitôt jugée égoïste, instable, ingrate ? Lorsqu'elle refuse d'être le décor du succès masculin, devient-elle scandaleuse simplement parce qu'elle redevient sujet de sa propre vie ? Cette histoire est aussi celle d'un système qui tolère mal les femmes qui ne veulent pas se contenter d'incarner. On dit parfois que le luxe compense tout, que les palais adoucissent les blessures, que le rang social rachète les renoncements. Mais quiconque a déjà perdu sa place dans une relation sait combien cette idée est creuse. Le vide d'un mariage usé ne disparaît pas sous les lustres. La solitude ne devient pas moins réelle parce qu'elle se vit à l'Élysée. Et l'on peut être entouré de gardes, de conseillers, de journalistes, de chefs d'État étrangers, tout en se sentant plus seul que dans une chambre ordinaire. Ce paradoxe, Cecilia l'incarne avec une force presque cinématographique. Plus le décor était grand, plus l'étouffement semblait intime. Ce qui frappe dans les confidences tardives qu'on lui prête dans ce contexte, ce n'est pas la revanche, mais la netteté. Il ne s'agit pas tant de régler des comptes que de nommer ce qui a été longtemps déformé. Elle ne vend pas un simple scandale sentimental. Elle réintroduit la sensation humaine au cœur d'une histoire congelée par les commentaires. Elle rappelle que derrière les manchettes, il y avait une femme qui ne supportait plus d'être regardée comme un emblème. Une femme qui voulait rester quelqu'un et non devenir quelque chose. Alors dites-le franchement, que pensez-vous de la décision de Cecilia ? Faut-il admirer son courage, regretter la brutalité de son choix, ou reconnaître dans son départ une vérité que trop peu osent affronter ? Et vous, avez-vous déjà sacrifié une part de vous-même pour l'amour, pour l'ambition, pour une image que les autres attendaient de vous ?